Le journal de Télémiroir, manifestation nîmoise pour les retraites, hommage au commissariat de Nîmes aux policiers abattus en Seine-et-Marne et la visite du préfet du Gard dans le quartier du Mas de Meung. C'est une partie des titres Patrick Poivrecher que vous allez développer ce soir. Très bon anniversaire pour votre 200e JT, Christophe. Merci Patrick, bonsoir à toutes et à tous. Journée d'action interprofessionnelle dans 180 villes françaises avec 5 organisations syndicales qui appelaient à la grève ce mardi 23 mars. Malgré quelques nuances dans les différents messages, la CGT, la CFDT, Solidaire et UNSA appelaient salariés et fonctionnaires à manifester pour réclamer des réponses concrètes sur les questions de l'emploi, du pouvoir d'achat, des retraites et des conditions de travail. De son côté, Force ouvrière avait choisi de centrer uniquement son message autour de la question des retraites. Olivier Michel a suivi le cortège nîmois avec son florilège de revendications. Emploi, pouvoir d'achat et retraite, telles étaient les principales revendications de cette journée d'action nationale. À Nîmes, selon la police, ils étaient 3200 et 5000 selon les organisateurs, à défiler du Carré d'Art à la préfecture. Ça fait déjà des mois et des mois qu'on lutte. On a un gouvernement qui n'a pas répondu à ces revendications légitimes, qui viennent d'être lourdement sanctionnées aux élections régionales. Aujourd'hui, nous réaffirmons qu'il y a urgence pour satisfaire ces revendications-là. Quand on aura parlé d'emploi, quand on aura fait un emploi respectueux des salariés, lorsque les jeunes pourront travailler, lorsque les seniors pourront travailler jusqu'au bout, on pourra raisonnablement parler de réforme des retraites. Nous sommes d'accord avec les autres organisations pour dire que ce n'est qu'en relançant l'emploi que le système des retraites sera conforté et amélioré. Si les suppressions de postes et la défense du service public restent les principales revendications, c'est bien la modification du régime de retraite qui était au cœur de nombreux débats. On veut allonger la durée de cotisation, on veut nous faire partir plus tard à la retraite, en justifiant ça, disant que c'est comme ça qu'on pourra payer toutes nos retraites. Moi je pense qu'il y a une autre manière de faire. On peut taxer les revenus financiers et récupérer de l'argent sur les bénéfices de la bourse, par exemple. De l'argent, il y en a. Je ne vois pas pourquoi ce seraient les salariés qui devraient toujours payer. On est au service du public et des usagers aujourd'hui. Donc en contrepartie, on doit conserver ça. Et c'est tout à fait anormal que le gouvernement mette à mal ce régime, comme il met à mal les autres régimes de retraite aujourd'hui. Que les retraites soient prises sur les 6 derniers mois de salaire et qu'on puisse avoir le droit de partir non cassé comme partent les 3/4 des aides-soignants et des infirmières actuellement. Car il est inconcevable de pouvoir travailler plus longtemps quand il y a autant de jeunes au chômage. Donc la question aujourd'hui, c'est bien entendu une meilleure répartition des richesses pour satisfaire les revendications de l'ensemble des organisations syndicales. Et un mouvement de grève qui a également touché les écoles, principalement dans le primaire, avec 30% de grévistes selon le ministère et 52% selon les organisations syndicales, Patrick. Et qu'en est-il de l'état du trafic ferroviaire, Christophe, aussi? Alors, sur les rails, le trafic est encore perturbé du côté de la SNCF avec une reprise progressive du trafic annoncée pour demain mercredi. 85% des TER et des autocars de substitution circuleront en Languedoc-Roussillon. Le trafic sera normal pour les TGV et les corails. Pour plus d'informations, vous pouvez vous reporter sur les panneaux d'affichage dans les différentes gares de la région. Consultez le site internet www.sncf.com ou encore composer le numéro infoservice TER en Languedoc-Roussillon au 0800 886 091 0800 886 091. Et puis au niveau national, les résultats des élections régionales ont eu des conséquences au sein du gouvernement de François Fillon. On a appris hier soir un léger remaniement ministériel. Défait en Aquitaine, Xavier Darcos laisse sa place au ministère du Travail à Éric Woerth, qui sera remplacé au budget par François Barouin. Ancien haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, Martin Hirsch laisse sa place à Marc-Philippe Daubresse. Georges Tron est enfin nommé secrétaire d'État à la fonction publique. Mais au niveau national, ce n'est pas tout, Christophe. Abandon cet après-midi de la taxe carbone lors des débats de l'Assemblée nationale. En effet, le Premier ministre François Fillon a annoncé cet après-midi devant le Parlement le report sine die de la taxe carbone qui devait entrer en vigueur le 1er juillet prochain. Le chef du gouvernement a mis en avant la nécessité d'une démarche européenne pour ne pas nuire à la compétitivité des entreprises françaises.
Une annonce qui désespère, selon ses propres termes, Chantal Jouanneau, secrétaire d'État à l'écologie. Rappelons que la taxe carbone avait été portée il y a 3 ans par Nicolas Hulot dans son pacte écologique et que celle-ci vise à encourager les ménages et les entreprises à des comportements plus éco-citoyens. Politique encore, mais cette fois au niveau régional avec d'autres types d'ajustements effectués cette fois au Conseil général du Gard. Au lendemain de la victoire de Georges Frêche au régional, Damien Alary a retiré hier des délégations à 3 de ses élus. Il s'agit du vice-président PS du Conseil général Patrice Pratt, mais également au socialiste Alexandre Pissas, qui avait rejoint en février dernier la liste d'Hélène Mandroux, nationalement investie par le Parti socialiste. Dans un premier temps, un autre vice-président du Conseil général, communiste, cette fois, s'était vu retirer sa délégation à l'action sociale. Jean-Michel Suot, présent pour sa part sur la liste du Front de gauche en Languedoc-Roussillon. On a appris il y a peu bien que Jean-Michel Suot va finalement garder et sauver sa délégation au Conseil général du Gard. Le groupe du Parti communiste français a demandé ce matin à l'unanimité de rendre sa délégation à Jean-Michel Suot, décision qui a été acceptée par le président du Conseil général du Gard, Damien Alary. Ce midi, un hommage solennel a été rendu à Jean-Serge Nérin, ce brigadier chef de 52 ans qui a été abattu la semaine dernière en Seine-et-Marne par un commando présumé de l'ETA. Outre la cérémonie officielle qui s'est déroulée à la préfecture de Melun, présidée par Nicolas Sarkozy, ce sont tous les commissariats de France qui ont observé une minute de silence en mémoire du policier à la demande du ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux. C'était notamment le cas à l'hôtel de police de Nîmes où les représentants des forces de l'ordre ont rappelé les dangers liés à l'exercice de la protection de la sécurité. L'occasion également pour les organisations syndicales de dénoncer les conditions de travail de la police. Une cérémonie à laquelle Nicolas Pinchino a assisté. Je rends hommage au courage et au dévouement de ce policier exemplaire, mort au service de la sécurité de nos concitoyens. Ce mardi 22 mars 2010, tous les commissariats de France rendaient hommage à Jean-Serge Nérin, abattu quelques jours plus tôt lors d'une fusillade en Seine-et-Marne par des membres présumés de l'ETA. Après lecture par le commissaire divisionnaire Yannick Janas d'un texte écrit par le directeur général de la police nationale, Frédéric Pechmar, une minute de silence était observée par les policiers nîmois. Il ne faut pas oublier qu'on fait un métier qui est extrêmement dangereux et c'est un métier dans lequel on est au service de nos concitoyens. Et je crois qu'à un moment donné, il faut rappeler à tous que ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas quelque chose de gratuit. On tombe pour la sécurité. Pour la sécurité des personnes et des biens et ce n'est pas toujours facile à accepter, quoi. Puis c'est à l'extérieur, face au drapeau, que les syndicats ont également rendu hommage à leurs collègues tués dans l'exercice de ces fonctions. On n'en parle pas assez souvent, mais dans toutes les circonscriptions françaises, on a régulièrement des actes brutaux qui touchent nos collègues. Ça fait partie du quotidien du policier. Et ça, aujourd'hui, les policiers en ont marre. Et en plus, avec la perte d'un des leurs, c'est quelque chose qui commence à peser lourd dans l'esprit des fonctionnaires. Un message qui était également destiné au président Nicolas Sarkozy, qui avait promis plus de moyens humains, notamment lors de sa campagne présidentielle. Et aux côtés du président du gouvernement espagnol José Luis Rodríguez Zapatero, Nicolas Sarkozy a promis d'éradiquer l'ETA en France dans son discours prononcé ce midi à Melun lors des obsèques nationales du policier. Le chef de l'État a parlé de tolérance zéro et de lutte sans relâche vis-à-vis de l'ETA, organisation que le président français a qualifiée de sanguinaire, composée de fanatiques assoiffés de sang. Fin de citation. La famille de Jean-Serge Nérin a reçu des mains de Nicolas Sarkozy la Légion d'honneur à titre posthume et la médaille d'or du mérite policier espagnol de la part de José Luis Rodríguez Zapatero. Le préfet du Gard était quant à lui, Christophe, en visite dans le quartier du Mas-de-Meng cet après-midi. En effet, c'était ce matin, le malaise persiste au Mas-de-Meng où des actes répétés de malveillance empoisonnent le quotidien des habitants. Agressions de personnes, commerçants excédés ou encore matériel dégradé. Dernièrement, au sein de l'école du quartier, le ras-le-bol des habitants du quartier a fini par trouver écho auprès des autorités. C'est donc le préfet du Gard, Hugues Bouzige, qui s'est rendu sur place ce matin pour aller à la rencontre de la population et plus particulièrement des victimes des derniers actes de délinquance. Une visite qu'a suivi pour nous Alain Mellon.
Le préfet du Gard, Hugues Bouzige, est allé à la rencontre des victimes d'actes de délinquance au Mas de Meung. Depuis le début de l'année, une recrudescence de vols et de détérioration de lieux ont été constatés dans le quartier. Je tenais à rencontrer des personnes qui avaient été victimes d'actes de délinquance, donc un médecin, le buraliste, pour qu'ils m'expliquent ce qui s'était passé et comment eux vivaient le quartier. Et je suis frappé de constater d'ailleurs que si, bien sûr, ils déplorent ce qui leur est arrivé, si ils ont pris des mesures pour que ça ne se reproduise plus, ils ne rejettent pas du tout le quartier. Le médecin m'a pas dit je vais partir, le buraliste m'a pas dit je mets en vente, je m'en vais. Pas du tout. Et par conséquent, tout ceci me convainc qu'il y a une délinquance de surface, qu'il faut que nous arrivions à traiter ce phénomène. Le préfet du Gard est allé à la rencontre des associations du quartier du Mas de Meung afin de mieux connaître leurs difficultés. Lorsque l'on me dit que c'est un parcours du combattant de régler certaines formalités, naturellement, je peux partir d'ici en me tournant vers mes chefs de service en disant on me dit que c'est un parcours du combattant. Ils vont m'expliquer qu'ils ne peuvent pas faire autrement, que ça a toujours été fait comme ça et qu'il faut que ça continue comme ça. Donc je préfère que les personnes qui me dénoncent une situation me l'écrivent de façon très concrète pour que j'ai des faits précis et éventuellement me proposent elles-mêmes les solutions qu'elles voudraient voir émerger. Comment gagne-t-on du temps sur l'examen de dossiers ? Comment fait-on pour avoir un dialogue plus simple et plus facile? Comment peut-on simplifier un certain nombre de formulaires qui sont très compliqués à remplir pour quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue? Tout ceci, moi je l'imagine, mais je l'imagine difficilement. Alors que les personnes qui le vivent au quotidien vont pouvoir me donner des réponses précises qui vont tous nous faire gagner du temps. Le prochain rendez-vous avec le Mas de Meung sera là avec les résidents. Mais pour le préfet, le Mas de Meung a en lui-même tout ce qu'il faut pour être un quartier agréable à vivre. Des nouvelles de la société d'Antix maintenant, Christophe, avec le rendu du tribunal administratif. En effet, c'est aujourd'hui que ce tribunal était amené à se prononcer sur le sort de l'usine de meubles Antix, implantée à Galargues-le-Montueux, avec d'une part soit un plan de continuation souhaité par le créateur d'Antix, Armand Wissenberg, soit un plan de cession aux salariés, dont la société coopérative de production, présidée par Éric Pasty, regroupe 53 salariés sur les 70 que compte l'effectif actuel. On a appris en fin d'après-midi que le tribunal s'était prononcé en faveur d'une continuation de l'entreprise, refusant ainsi la cession auprès des salariés. Rappelons qu'Antix a déposé le bilan en mai 2009 après avoir licencié en 6 ans plus du triple de ses salariés. La semaine dernière, c'était l'apprentissage et l'artisanat qui étaient à l'honneur au CFA des métiers de Nîmes dans le cadre d'une semaine nationale. Dès demain, toujours à Nîmes, c'est au parc des expositions que va s'ouvrir le TAF, salon dédié au triptyque Travail, Avenir, Formation, en partenariat avec la région Languedoc-Roussillon, le Conseil général du Gard, Pôle emploi et la mission locale des jeunes de Nîmes Métropole. Jusqu'à jeudi soir, ce salon de recrutement 3e du nom va permettre au public de rencontrer les représentants de 170 entreprises avec une proposition de 4000 offres d'emploi ainsi que des ateliers d'information sur la formation professionnelle et la création d'entreprises. Sur ces images tournées lors de l'édition passée, rappelons que le salon TAF 2009 avait reçu quelques 18 000 visiteurs et que quelques 3800 offres d'emploi y avaient été proposées. Et nous terminons ce journal, Patrick, sur une note plus légère avec la préparation de la 32e édition du concours des vins gardois proposé par les jeunes agriculteurs du Gard, un rendez-vous convivial qui se tiendra au parc des expositions de Nîmes le mercredi 31 mars. 146 caves gardoises vont mettre à l'honneur quelques vieux millésimes qui seront dégustés à l'instar des produits du terroir en cette année qui ne verra pas, je vous le rappelle, la réédition du fameux Grand Marché. Je vous propose de découvrir tous les détails de la programmation dans ce sujet signé Pierre-Paul Castelli. La qualité des vins de la région progresse année après année, encore faut-il le faire savoir. C'est toute la démarche des jeunes agriculteurs du Gard avec leur concours des vins gardois. Une dégustation ouverte à tous les producteurs du département et qui délivre chaque année ses médailles et coups de cœur. C'est notre 32e concours des vins gardois, donc c'est ce qui nous marque le début du printemps. Nous, c'est le concours des vins gardois, c'est ce qu'on fait depuis chaque année. Donc voilà, 32e édition. Une centaine de jurys qui, selon les appellations, les vins de pays, qui détermineront les meilleurs. Donc moi, je me contente de les déguster.
La marque Sud de France, mise en place par la région Languedoc-Roussillon, est partenaire de ce concours. Cette marque fait son chemin dans l'esprit des producteurs. Il y a une adhésion du monde agricole, puisque quasiment 50% des producteurs de la région ont adhéré à la marque Sud de France. Alors c'est pas suffisant, nous on souhaiterait aller au-delà. L'objectif c'est que 8 agriculteurs sur 10 adhèrent à la marque Sud de France, parce que c'est un formidable outil de promotion sur le marché régional, national et international. Le restaurateur et sommelier Michel Hermé est le parrain de la manifestation. Pour lui, la qualité est une remise en question quotidienne. La qualité, elle est là, bien sûr, présente dans le Gard. Elle a fait des progrès considérables depuis une quinzaine, vingtaine d'années maintenant. Mais il ne faut pas oublier que c'est jamais arrivé et qu'il faut toujours faire attention, toujours faire des efforts pour améliorer ou maintenir cette qualité et sans cesse l'améliorer. Plus de 200 caves particulières ou coopératives participent à ce 32e concours. Voilà un concours des vins. J'espère qu'on en boira une bouteille ou deux pour fêter votre 200e, Christophe, tout à l'heure. Je crois qu'on va fêter ça juste après ce journal. Bon, ben, très bien. Par contre, Tauromachie, vous n'en aviez pas parlé encore. Tauromachie espagnole, 100 ans. Des nouvelles, des Masters. On connaissait les Masters en Corse camarguaise. Ils arrivent maintenant en Tauromachie espagnole aussi. En effet, la liste des apprentis novieros qui participeront les 10 et 11 avril prochains aux arènes de Nîmes aux phases qualificatives du premier Master international des écoles taurines Ville de Nîmes. Les élèves retenus sont les suivants: Alberto Pozo pour Albacete, Borja Alvarez pour Alicante, Fernando Adrián et l'Arlésien Juan Leal pour l'école d'Arganda del Rey, Hugo Cazeneuve Tolosa pour Arles, Rafael Cerro pour Badajoz, David Torres pour Colmenar Viejo, Antonio David de Écija, Borja Jiménez d'Espartinas, Luis Alberto Gerpe de Madrid, respirez Christophe, respirez. Adolfo Ramos de Malaga, Antonio Puerta de Murcie, Alejandro Rubio, le vainqueur de Grain de Torero en 2009, donc le représentant de Nîmes, Roberto Blanco et Francisco Javier Sanchez de Salamanque, Roman Callado et Jesus Chover de Valencia, et puis enfin Matteo Julian, ancien élève du centre de tauromachie de Nîmes. Un maestro pour les Masters, ça va bien quand même. Plutôt. Enfin, ils sont tous novières, ils ne sont pas encore maestros. Hein. Et oui, mais bon. D'autres infos, Christophe, pour terminer ce JT? On rappellera hier soir le match nul de Caen sur la pelouse d'Angers, 2 buts partout en match décalé de la 29e journée de Ligue 2. Match nul qui permet aux Normands de rester en tête du classement de Ligue 2 avec 4 points d'avance sur Brest et 10 points sur la 3e place détenue par Metz. C'est du football, c'est de bon ton le mardi, Patrick. Et puis un gros match contre une équipe corse à nouveau vendredi au Costières, à ne pas oublier, contre Ajaccio. C'est tout, Christophe? C'est le Nîmes Olympique, rendez-vous vendredi 20h. Ouais, mais vous y reviendrez dans les JT à venir, sans doute. Merci à la régie et à Pierre-Paul pour le son en particulier ce soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ce soir, n'oubliez pas Croco Hebdo, avec comme invité, Christophe, Johan Bocconiano ainsi que Abdel El Adjaoui, les deux joueurs nîmois qui ont brillé ce week-end avec la réserve, puisqu'ils ont été tous deux buteurs. Et puis un retour sur le bon match nul à l'extérieur. De Nîmes sur la pelouse de Sedan, match à suivre à 22h sur les commentaires de Patrick Champ et Olivier Martinez. Allez, les crocos contre les sangliers, ce sera tout à l'heure. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur l'antenne de Télémiroir. Au revoir.